Bonjour tout le monde, aujourd'hui nous allons parler d'une distribution que nous avons déjà évoquée par le passé ici sur la chaîne, la fameuse MX Linux. Donc j'avais parlé de la MX Linux 19 il y a un certain temps de ça sur la chaîne et je voulais donc du coup éventuellement vous en reparler parce qu'il y a eu récemment une version qui est sortie et j'ai pas trop eu le temps de m'attarder dessus. En revanche, ce que je pouvais vous dire c'est que la précédente version n'était absolument pas glorieuse. Donc j'avais quand même fait un titre sans réels équivoques, voilà, donc la première distribution de DistroWatch, de la merde, point d'interrogation. Je n'avais jamais testé de manière extensive et concrètement, je m'attendais pas à tomber d'aussi haut. Et c'est exactement ce qu'on va revisiter aujourd'hui. Et cette vidéo-là, elle n'est pas si vieille que ça, puisque 11 mars 2021. Voilà, donc j'ai testé ça plus ou moins sur la fin de la MX Linux, donc de sa vie en global. Et là, aujourd'hui, on va parler de la nouvelle version, donc la version 21, et on va voir ce que ça donne. Mais vous allez voir que c'est peut-être pas glorieux. Enfin là, du coup, je me suis laissé un petit peu la surprise et je voulais un petit peu voir comment ça allait se goupiller. Mais en tout cas, cette vidéo avait fait quand même sacrément visiblement parler d'elle, puisque 1559 vues à l'heure où je vous parle, c'est quand même assez énorme selon moi. À mon avis, il convient de revisiter ça. Donc fermons ceci et allons voir un petit peu sur DistroWatch. Donc pour vous rappeler vite fait, MX Linux c'est la Debian par excellence, soi-disant, avec un environnement de bureau globalement XFCE, mais depuis ils ont fait une version KDE. Et vous allez voir qu'il y a d'autres versions visiblement qui sont dans les cartons, puisqu'ils ont prévu de développer ça. Et MX Linux c'est par les mêmes développeurs que la Antix Linux, une distribution que je recommande elle néanmoins. Une Debian allégée, sur laquelle il y a moyen de faire pas mal de trucs, et dont le fonctionnement est réellement intéressant, puisque voilà, ça apporte réellement quelque chose. Un init un peu différent pour des machines qui seraient un peu ric-rac niveau RAM et niveau ressources, dont l'intérêt de système D est moins présent. Mais bon, on va franchement, on va voir ce que ça donne avec la MX. Je ne désespère pas un jour que la distribution qui, je rappelle, est toujours, voilà, année 2020, si vous allez voir, c'était MX. 12 derniers mois, c'était MX. 7 derniers jours, c'était MX. C'est quand même pas une blague. Derrière, vous avez toujours EndeavourOS, Manjaro, Mint, PopOS, et ainsi de suite. D'ailleurs, il y a des trucs qui, voilà, concrètement, PopOS et EndeavourOS, bon, je vois pas vraiment leur grand intérêt. Un jour, ce sera peut-être des trucs à revisiter aussi, pourquoi pas. Il y a du monde au Maroc, en tout cas chez vis-à-vis du monde Linux en ce moment, puisqu'il y a beaucoup de trucs qui bougent. Ça bouge, ça bouge, ça bouge. Bah, regardez-moi ça. Il y a beaucoup de trucs. Voilà, là l'MX21 elle est là, mais entre temps, il y a eu plein d'autres trucs qui sont sortis. Concrètement, il n'y a rien de. Voilà, donc là ici vous avez l'article officiel donc sur le site de l'MX qui vous parle des mises à jour d'une MX19 et une MX21. Donc ça c'est quelque chose qu'on va tester, puisque ici, donc sous vos yeux ébahis, j'ai installé une MX Linux 19 et que du coup je vais donc 19.4, vraiment les toutes dernières ISO disponibles. Je vais voir déjà moi il y a un truc qui me choque. Ici il y a un petit truc ici qui vous parle de mise à jour. Si vous l'ouvrez pas une première fois, il ne vous parlera jamais de mise à jour. J'ai laissé cette VM hier allumée pendant 2 heures. Je suis parti faire autre chose. À aucun moment, du coup, il m'a parlé de mise à jour ou de quoi que ce soit. Donc là, toujours répondu à toutes les demandes pour la mise à niveau complète. Ferme automatiquement le terminal à la fin de la mise à niveau. Non. Donc du coup, on va faire mettre à niveau dans le mot de passe du seigneur comme d'habitude. Et bah, il n'y a pas grand chose de plus à dire quoi. Enfin, je suis pas. Ah, c'est toujours de mémoire la foire du trône au niveau des potières. Puisque bon, là on a vu des trucs. Alors, j'ai marqué qu'il y en a pas mal d'endroits, mais il y a d'autres trucs aussi qui me font un peu dire que c'est un peu douteux. Bon, on y reviendra. De toute façon, les dépôts, on va en parler, puisque, regardez-moi ça ici. Donc, il vous indique, donc ça c'est la procédure officielle de mise à niveau d'une MX Linux. Donc, alors, il y a des outils dans tous les sens, je tiens à vous rappeler qu'il y a des outils dans tous les sens. Mais quand je dis dans tous les sens, c'est vraiment dans tous les sens. Si vous vous rappelez plus de la vidéo d'autres fois, on va en reparler, dans la vidéo de mars. Donc là déjà on vous dit que c'est réservé à ceux qui aiment bien un peu mettre les mains dans le cambouis, ça commence bien, pour une distribution qui n'est à la base pas conçue pour ça.
Disclaimer numéro 1, utilisateur de cartes graphiques Nvidia, donc qui n'ont pas du coup les pilotes 390 minimum, donc c'est-à-dire tout ce qui est antérieur à du Kepler, donc tout ce qui est Fermi, puis ouais, concrètement les 390 c'est plus ou moins Fermi qui sont bloqués là-dessus, voilà. Donc les GTX 400, 500, ainsi que les équivalents de Quadro, donc tout ce qui a du chipset GF quelque chose chez Nvidia, c'est c'est maintenu par le pilote 390. Bref, donc les utilisateurs live ne devraient pas upgrade, c'est seulement conçu pour les systèmes installés. Bon, ça me paraît logique. C'est pour ceux du coup qui ont fait les clés USB persistantes, les fameux live persistants de la MX, qui sont pas quelque chose que je trouve vraiment important, mais pourquoi pas. Donc bon, on vous explique que vous devez du coup passer de Buster à booter dans le source.list.d. Donc où il vous propose une commande pour le faire plus facilement, pour ceux que ça fait un peu chier. Donc modifier le repo security Debian, donc une mise à jour de sécurité pour la Debian stable. Modifier le repo de la MX, donc voilà. apt-get update, apt-get upgrade. Il vous demande si vous voulez si vous voulez changer une version d'un fichier qui est dans etc/issue, je vois pas trop quoi ça correspond. Par contre, etc/grubd/linux, etc., plymouth, ça c'est le logo de boot en gros, ce que vous avez, donc l'animation au démarrage, ça c'est plutôt clair. Donc il vous explique que si les mises à jour se coupent en plein milieu, c'est parce que bah, le réseau a sauté, très bien. Voilà, bon ça prouve le professionnel. Vous aurez à faire, enfin, à mon avis, ça aurait pu être scripté et être même plutôt bien scripté en fait, parce que bon, enfin, je vois pas vraiment, je comprends pas. Alors, il vous dit même d'aller mettre à jour le string qui correspond à la version de la MX et le LSB release pour que ça corresponde. Je ne comprends pas, mais bref. Et il vous dit de refaire une full upgrade à la fin. D'accord, très bien. En fait, bon, ça va, vous devez reboot qu'une fois, mais c'est quand même un peu. C'est un peu bizarre. Donc, bon, il vous explique même comment faire en sorte que la distribution ressemble exactement à la MX21. Même si vous allez voir, les différences sont assez faibles, puisque là, du coup, j'ai une KDE à ma gauche et une XFCE en 21 qui tournent. Donc, on va voir un peu à quoi ça correspond. Vous dites de faire un apt clean après, pour nettoyer le cache apt concrètement, et il vous propose de supprimer deux paquets qui techniquement auraient dû sauter. Il y a un auto-remove, si ça avait été bien fait, avec les dépendances et puis tout le bordel. Ou alors avec les orphelins, parce que du coup, je suppose qu'ils sont plus présents dans les dépôts de la 21. À moins qu'ils fassent comme chez Ubuntu et qu'ils proposent encore des paquets, par exemple, de thèmes pour les correspondant aux anciennes versions d'Ubuntu, mais sur les dernières versions. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Bon, là, du coup, pendant que ça se débrouille à ce niveau-là, je vais vous montrer la 21, donc. Ah, donc vous allez voir un peu à quoi ça ressemble. Donc là, on en a deux, en l'occurrence. Donc ça, c'est la 21 KDE. Donc bon, est-ce que vous trouvez vraiment une différence? Bah, la KDE, apparemment, c'est une version qui est un petit peu quand même. Voilà, donc c'est visiblement le même installateur, enfin, je suppose, oui. Donc là, du coup, on va se mettre en. Non, ça, c'est le type de touche. On va faire plus FR. Faire OK. Du coup, là, on supprime ici. Pareil ici. Bon, ça c'est pas trop mal fait quand même, faut pas trop cracher dessus. Le système de hotkeys ici quand même assez complet, donc vous pouvez faire des trucs un peu sympas. Gérer ou pas les LED au niveau de votre clavier si vous en avez. Généralement vous êtes censé en avoir, mais par exemple sur un PC portable vous n'en avez pas à tous les coups. Ok, ok. Suivant, suivant. Alors, donc là, du coup, petite variante au niveau de l'installateur, vous pouvez du coup choisir si vous voulez un home séparé ou pas. Ça, c'est plutôt pas mal. C'est un truc qu'il n'y avait pas dans l'installateur d'avant. Voilà, bon, on va faire utiliser un disque entier. Voilà, donc on va faire suivant. Oui, suivant.
Oui, je pense qu'il n'y a pas vraiment grand chose de particulier à faire. Installer Grub pour Linux et Windows, donc ça vous fait dire que le dual boot c'est quelque chose qui est possible. Ok. Bon, on installe en MBR, les VM ne sont pas en UEFI. Je vois pas vraiment l'intérêt de toute façon, à part, euh, à part de déceler encore des bugs en plus et de cracher encore plus sur la distribution que ce qu'on devrait le faire. Donc là, computer name, on va l'appeler MX. Ah oui, c'est vrai qu'il faut. Alors c'est marrant parce que j'ai demandé une disposition de clavier, mais du coup, il n'a pas appliqué pour le système live. Donc bon, ça c'est assez MX KDE. Computer domain example. Je sais pas pro point .dom. Bon, je pense que. Alors c'est marrant d'ailleurs si vous mettez rien ici, normalement il vous fait chier. MX KDE 21. MX FCE 21. On peut faire next aussi. Voilà, donc là il vous demande la locale. Alors. France, voilà. Bon, je vous montre un peu concrètement l'installateur à quoi il ressemble parce que bon, c'est pas une perte de temps spécialement non plus. System uses local time. Du coup là c'est pareil. Europe, Paris. Et vous voyez que ça ressemble relativement quand même. Il n'y a pas de. C'est les mêmes menus, c'est juste que l'apparence n'est pas tout à fait la même. Bon. Aussi vous avez des vous pouvez choisir des éléments qui sont installés ou pas. Moi perso l'intérêt je trouve. Je trouve que bon, par exemple si on veut pas, par exemple si on veut pas avoir d'imprimante, si on veut pas avoir de Bluetooth, si on veut pas avoir tout ce support là, bah on peut proposer de le faire sauter. Là vous faites OK. Je pense que c'est quand même assez clair. Suivant, suivant. Voilà, voilà. Donc là du coup ça me l'a balancé là puisque j'avais le focus sur celle-là. Ah, check, check. Alors on va pas faire d'auto-login comme d'habitude, je vous rappelle que je trouve ça vraiment bien de voir un peu à quoi ressemble le, le gestionnaire de connexion, parce que des fois il y a des petites bizarreries. Bon, notamment avec le fameux SDDM, souvent c'est celui que je critique le plus parce que je trouve qu'il n'est pas vraiment qualitatif à ce niveau-là, parce que vous avez au démarrage il vous marque toujours que la mauvaise disposition de clavier, il suffit après de taper une touche au clavier pour qu'il la marque. Bon, ce n'est qu'un détail, mais voilà. Moi je pense que c'est assez important. Donc je vous propose ici du coup on va se mettre comme ça ici. Et là ici on va se mettre comme ça aussi. Alors on va même réduire légèrement ici. Comme ça je peux vous montrer la VM dans sa splendeur la plus totale. Bon là du coup il n'y a rien d'assez suspect. On va lancer un terminal. Voilà, donc sachant que j'ai installé aucune application sur la distribution, mais que je pense que si jamais j'avais des applications installées via le fameux truc qui s'appelle MX installateur de paquet là, le fameux truc que vous connaissez possiblement, ouais, donc avec tous ces trucs là que je vous ai montré l'autre fois, notamment avec les noyaux tiers et tout, noyaux de la Antix, des jeux ici, des trucs, support d'imprimante, des icônes, Chine fenêtre, fichier, enfin bref. Si je commençais à faire ça, je pense qu'on y serait. Je pense qu'on y serait encore et que l'install n'aurait même pas réussi à avoir lieu. L'install ne serait même pas produit. Donc bon, du coup, je me dis que ça peut être une idée quand même de faire un petit peu gaffe à ce niveau. Donc on va quand même se mettre en route. Techniquement, voilà. Tout le bazar est correctement configuré. Donc on va voir si leur commande dont il parle ici est correctement fonctionnelle. Voilà. Donc nano slash etc slash source.list.d. Voilà, donc c'est vrai que j'avais oublié, on n'est pas dans source.list, donc c'est le répertoire ici, ls. Et on n'a pas... voilà, donc sur debian.list, on va se remettre du coup en anneau ici. Et on va aller chercher debian.list. Voilà. Et là, du coup, le fameux Debian Security, donc, Bullseye updates main country non free. La Debian Security repo to Debian list. Security.debian.org slash Debian-security bullseye-security. Ah. En fait, oui. Oui, c'est vrai que c'est un peu bizarre de la manière à laquelle ça a été fait. Bon, on va copier, on va être en
effectivement, c'est pas tout à fait la même ligne, visiblement. Ou alors c'est moi qui ai pas vu, mais bon, dans tous les cas, c'est pareil. Voilà. Bon, c'est fin. Voilà, donc du coup, je vous montre vraiment ça en détail pour que vous compreniez un petit peu que c'est fastidieux. C'est pas impossible, c'est pas, ça pose pas de soucis. En plus, bon, voilà, vous avez des commandes qui vous simplifient quand même pas mal la vie. Là, par exemple, il va aller chercher un, comment ça s'appelle, une clé GPG, je suppose, pour un dépôt, et il va vous l'ajouter directement dans APT en une seule commande. C'est quand même plutôt complet. Il y a pas de souci. La petite dette. Donc il va vous récupérer tous les dépôts. Logiquement, si j'ai pas fait de conneries, il devrait pas y avoir d'erreur. Ça va se voir. Voilà, donc 1123 paquets. Donc APT full upgrade. Bon, il nous parle déjà de paquets en trop. Bon, très bien. Ça c'est. Ouais. Non, ou alors, ouais, ça c'est les paquets qu'il va mettre à jour, mais il racontait je sais pas trop quoi là. Paquets suivants seront mis à jour, paquets suivants seront conservés, c'est ça, HFS. Paquets suivants seront installés, paquets suivants seront enlevés, bon voilà, très bien. Ça correspond plus ou moins à une mise à jour de Debian version majeure, donc d'une version majeure à une autre. Mais je tiens à rappeler que c'est quelque chose d'absolument dégueulasse techniquement et que même Debian eux-mêmes ont tendance à le signaler. Les upgrades de Debian, c'est pas ce qui se fait de plus propre, c'est pas ce qui se fait de plus qualitatif globalement. Donc ils ont tendance à préférer éviter. Mais bon, on verra. On verra comment ça se porte. Hein. C'est toujours pareil. Hein. Du coup, moi ce qui me. Je vous propose maintenant d'aller voir un petit coup du coup sur. Donc là, ça est terminé. Donc vous voyez du coup que c'est toujours pareil que sur la 19 de mémoire. À ce niveau-là, il n'y a pas de grosse nouveauté. Voilà, donc MX21. Ah, alors, j'aimerais bien passer sur l'autre ici. Voilà, donc ça a démarré tout seul, il n'y a pas de souci. Donc bon, voici un peu la gueule du Plymouth. Bon, c'est quand même moins moche que sur celle d'avant, faut quand même le dire. C'était quand même un peu moins. Ça jurait un peu moins. Voilà, on va se connecter ici. Pas de son visiblement. Alors que logiquement, on pourrait potentiellement en avoir, mais pas de son. Pas de son, pas de son. Alors voilà, peut-être la VM, mais j'ai déjà entendu du son via KVM, donc je pense qu'à mon avis, c'est fort possible que ça soit quelque chose d'assez problématique. Bon, en tout cas, oui, effectivement, le splash screen de KDE ici est assez long. Voilà, donc on y arrive au bout d'un moment. Et du coup, bon, là, vous avez une MX KDE et là, à droite, une MX XFCE. Donc, la MX XFCE reprend quand même sacrément la tronche de la 19 donc, que vous aviez ici. Ça ressemble quand même pas mal, qu'on se le dise, voilà. Bon, concrètement, il y a que le fond d'écran qui change. Hein. Et le fait ici que, si on regarde bien, les icônes sont pas tout à fait au même endroit et que bon, c'est pas tout à fait pareil. Mais est-ce que ça change réellement quelque chose? Je ne pense pas. Du coup, si je joue Firefox ici, j'ignore totalement dans quelle position il sera. C'est ça la. Ouais, ouais, du coup, ça il est en bas. Donc là, on a les bureaux virtuels. Voilà, donc là ici, il indiqué qu'il est ouvert deux fois. C'est un peu plus élégant quand même. Faut pas non plus pas trop en vouloir. Firefox serait certainement une ESR. Ah non. Update will come through your package manager. MX Linux update disabled by your system administrator. Ce qui. Ok, très bien. What browser. Logiquement, un Firefox assez récent, je pense quand même. Firefox 93. Sachant que là, sur la OpenSUSE que j'ai à côté, je suis sur la ESR 91.2, je viens de vérifier, ce qui correspond également à la version 93. En fait, 91.2, donc 91.1, 92, et du coup 91.2, 93. La 94 est sortie à l'heure où je tourne cette vidéo, mais elle n'est pas encore visiblement d'actualité sur le site de Firefox. Les release notes ce matin quand j'ai regardé n'étaient pas encore à jour. Donc voilà. Bref. Donc bon, ça c'est Firefox. Bon, comme d'habitude, c'est pas traduit. Pourtant, on a choisi d'avoir des menus en français. Mais bon, voilà, on est en territoire bien dégueulasse. Donc là, du coup, voilà les fameux MX outils dont je vous parlais. Donc les fameux, j'ai l'impression qu'il y en a de plus en plus et que c'est de plus en plus dégueu. Mais bon.
À propos des MX Linux, donc ça je vous montre vite fait. Je vous montrer vite. D'ailleurs, je vous montrer, je pense, un outil sur la KDE, un outil sur la XFCE à chaque fois. Je mets la MX19 sur le côté. Voilà, donc là, ici, on a MX centre d'accueil. Voilà, donc, il vous fait un petit bout de Linksy ici pour vous expliquer quelques trucs. Les termes d'utilisation, Quick System Info Full Report. Voilà, du coup, voilà, il vous fait un Linksy. Il vous dit que c'est prêt à être copié pour le forum et tout. Bon, bref. Un petit script. Très bien, bon, ou pas, je sais pas. Bon, là, du coup, c'est cette partie-là. Ici, c'est fait un peu différemment. Donc, du coup, MX Outils, c'est un peu plus joli. Bon, après, ça reste du KDE, c'est pour ça aussi, c'est un peu plus élégant. Mais ici, ça fait plus rustique. Donc, bon, c'est pas moche non plus. Voilà, enfin, il n'y a pas de souci. Shroot Rescue Scan. Donc, ça, c'est le fameux outil qui vous permet de shrouter la distribution dans le cas où vous avez un problème et que vous n'arrivez plus à démarrer. Mais encore une fois, si vous n'êtes pas aidé pour faire quoi que ce soit derrière, bah ça ne sert à rien. Montrer des outils, proposer des outils qui sont pas documentés ou alors enfin, même s'ils le sont, vous mettez pas un outil de shroot par défaut dans une distribution sans qu'il soit un minimum scripté et qui vous explique un minimum ce qui puisse se faire. Clavier système. Donc sur quoi allons-nous tomber? Quelque chose très. Voilà, donc ce qu'on voyait à l'installation, voilà, donc les fameux. Vous avez le petit raccourci clavier, c'est plutôt sympa. Bon, après, ça casse pas trop pattes à un canard. Faire le tour de MX. Oh. Ouais, donc ça c'est un truc par exemple que je comprends pas du coup. Alors, on va voir si ici dans MX Outils, s'il est là, faire le tour de MX. Bon, je pense que ça doit être à peu près pareil. C'est pareil, oui, plus ou moins. On va voir d'ailleurs si il y a moyen d'avoir un peu plus de faisant comme ça. Non. Bon, visiblement, de toute façon, mes fenêtres ici ne sont pas assez grandes. Bon, du coup, on va aller dans affichage. C'est bien, comme ça, on voit que 1024 par 768, c'est trop limite pour cette distribution. Sachant que je peux avoir un peu toutes les tailles ici. Bon, on va se mettre en 768, je pense que ça devrait être pas mal. Ah. Donc, du coup, là, c'est ça qui est plutôt sympa avec AVM, redimensionner la taille. D'ailleurs, non, là, il me la modifie pas comme ça. On va faire pareil ici, affichage. Je vous montre un peu, voilà, les VM dans leur globalité pour que vous compreniez un petit peu comment ça se passe. Bon, d'ailleurs, ici, on commence déjà à faire un peu chier. On va faire. C'est la version responsable du paquet, oui. Bon, on va faire oui. Je suppose que mettre à jour, c'est un peu le but. 68 appliqué. Ah, ça ne s'est pas mis à jour. On va se mettre comme ça. Ah, c'est assez marrant parce que celle-là, du coup, elle vient pas se. Elle ne vient pas s'agrandir, elle vient se réduire par la suite. Bon, bref. Bon, ça c'est encore. Bon, c'est un bug qui concerne généralement les systèmes de virtualisation. Donc, bon, c'est pas vraiment le problème, mais du coup, là, on n'arrive pas à voir non plus s'il y a quelque chose en bas. Je pense qu'on va dire que non. Bon, du coup, panel, là, ici, on vous explique comment ça marche. Le menu Whisker. C'est bien. C'est plutôt bien illustré. Donc là, vous avez, par exemple, bon, là, c'est pas cliquable, c'est juste vraiment ce truc-là, du coup, qui vous est montré ici. Donc, comment est-ce que vous pouvez régler les comportements au niveau du tableau de bord. Tableau de bord de gauche ici. Le conquis, comment vous pouvez régler le conquis, donc ce qui vous affiche à l'écran ici par défaut, à quoi ça ressemble, vous en avez pas mal qui sont proposés, on verra ça par la suite. Les outils MX, donc ça c'est full image, donc concrètement si vous cliquez sur quoi que ce soit il se passera rien, c'est juste vraiment un truc, un petit didacticiel. Ça aurait été traduit en français, ça aurait été parfait. Donc ça toujours pareil, pas cliquable. Mais tout est bien expliqué, tout est bien clair, donc c'est. Là je peux pas critiquer. C'est vraiment complet, vous avez même un time shift, du coup il vous explique comment ça marche. Bon, on voit que l'intention est là. Mais encore une fois, c'est plus les intentions qu'on demande à l'heure actuelle. C'est parce que les intentions, maintenant, à mon avis, il faut les concrétiser. Pour concrétiser une intention, formatage USB, par exemple, voilà encore une autre intention. C'est tout con, mais c'est un outil qui est simple, rapide, efficace. Propos. Si géré par l'équipe de la MX. Mais c'est leur petit. C'est leur petit à petit habitude. Il y a des plein d'outils qui sont proposés. Sur un paquet en ligne de commande. Donc ça, je pense que c'est. Voilà. Voulez-vous lancer un petit get update? Bon, on va mettre oui. C'est marrant parce qu'il propose de le faire. Enfin,
Encore un truc qui est un peu... Pendant que ça te fait ici, alors j'aimerais bien vous montrer du coup cette VM là. Ici on va faire oui, donc du coup on relance les services. Donc là c'est peut-être à ce moment-là qu'on aura plus internet possiblement. Bref. Du coup, lancer apt-get update. Ah, visiblement, il semble qu'il y ait au moins un fichier list. Vous devez probablement lancer un apt-get update maintenant. Bon, il me semblait qu'on avait fait oui, mais... Ah, bon, on va mettre non. Voilà, je pense qu'on l'a suffisamment fait. En fait, bon, il vous le refait en boucle. Bon, du coup, il vous propose de mettre à jour ici les différents paquets, de rajouter des paquets. Donc, bon, pourquoi pas me mettre à niveau, très bien, on va voir. On va voir ce qui on va voir ce qui se passe et comment c'est réglé. Bon, je trouve quand même que l'histoire du Firefox qui se met pas à jour correctement et tout, ils auraient pu quand même trouver un truc un peu plus joli et un peu plus pratique. Parce que bon, ça veut dire que c'est une version qui est pas correctement gérée. Et il existe d'ailleurs des versions de Firefox qui se mettent à jour automatiquement comme sur Windows, sur Linux. C'est juste pas courant, c'est juste personne qui pense à les. Je sais même pas si ça existe encore d'ailleurs, mais il y a quelques années de ça, c'est vraiment bug. Il doit y avoir moyen, donc généralement quand on installe ça via le slash opt ou je sais pas trop quoi, et non via les dépôts, et non via un Flatpak ou un Snap ou n'importe quel autre paquet universel. C'était comme ça que ça se faisait. Bon, du coup, pendant ce temps, on va aller voir ici un peu. Mix outils toujours. Donc, ici, on l'a vu, installateur de pilote Nvidia. Voilà. Encore un petit script en ligne de commande qui vous est proposé ici. Voilà, du coup, il va potentiellement me dire qu'il n'a pas de carte Nvidia, c'est dommage. J'aurais fait un GPU pass-through, j'aurais pu voir un petit peu comment ça se comporte. Mais je suppose qu'il doit avoir les différents démos qu'il a utilisé. Un truc qui est dérivé de NVIDIA-Detect. Job Scheduler, donc le planificateur de tâches concrètement. On va rajouter des tâches ici et lui dire à tel moment de lancer telle commande avec tel utilisateur, tel commentaire, telle variable d'environnement, donc où ça va être fait, tout ce genre de truc là. Les fois où ça a été fait. Bon, voilà. Bon, je vais effacer. Mais c'est plutôt bien construit, c'est encore un outil. Alors, c'est un outil visiblement qui n'appartient pas totalement à LMX. Enfin, ça a été un fork visiblement. Mais bon, si c'est si c'est pour encenser une distribution comme ça. Localisation du système. Bon, ça visiblement, elle en a sacrément besoin. Ça devrait limite être lancé au début de la distribution. Ouais, donc il y a beaucoup de trucs qui sont cochés par défaut, j'ai l'impression. Voilà, donc ça par exemple. À mon avis, tout devrait être décoché par défaut. Enfin, je trouve ça un peu minable. Voilà, je pense que c'est assez clair quand même. Je pense que là, il n'y a pas vraiment besoin d'aller beaucoup plus loin à ce niveau-là. Je pense que. Bon, je pense que c'est quand même assez clair. VSK, SL ici. Russe, roumain, je pense. Là, c'est le Portugal. Néerlandais, je pense que c'est ça, NN, mais ça doit être quelque chose d'assez. Enfin, bon, bref. Enfin, je trouve ça quand même assez. C'est bizarre. Enfin bref, moi je trouve quand même assez que c'est assez bizarre. Il y a quand même pas mal de langues qui sont cochées par défaut. Mais d'ailleurs, encore une fois, ils ont fait quelque chose d'assez propre pour le clavier, indiquant du coup quelle disposition de clavier avec telle variante et tout. Mais là, c'est totalement brut de décoffrage, c'est les variables telles qu'on les a. Bon, FR, FR, UTF-8 est là, le français suisse, le français belge, le français canadien, donc le quoi, le finlandais, enfin bref, il y a beaucoup, 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 beaucoup de trucs. Espagnol, enfin bref, il y a même la moitié des langues que je ne connais même pas. Par contre, c'est bizarre parce que, voilà, logiquement, on en a besoin de deux. Le NUS ETF8, UTF8, mais voilà, donc il est là. On peut laisser cochotte, mais bon, ça ne sert à rien. Anglais Grande-Bretagne, anglais canadien, anglais australien, anglais, je sais pas, anglais, je sais plus quoi, allemand. Non mais, c'est dingue. Comment il nous prend pour des cons, quoi. Ouais, et puis ça, après, ça prend un temps. Voilà. Donc, ça, c'est. Du coup, je vous montre vraiment comment ça se passe et comment, du coup, les choses sont faites. Et comment est-ce qu'il y a des milliards de trucs. Voilà, donc j'ai dû en oublier deux, visiblement, puisque j'ai quand même du hongrois et du russe ici. Bon. En même temps, c'est pas vraiment ultra important, mais c'est quand même bien d'en avoir le moins possible coché. Ça ne sert à rien, c'est toujours pareil, c'est du bloat, quoi.
des trucs en trop, des trucs dont on peut se passer. Donc luminosité 6 traits, mise à jour du noyau live USB, donc ça c'est dans le cas où vous avez une clé USB persistante et que du coup vous voulez changer le noyau, je pense, j'ai l'impression. Moniteur de iDevice, donc c'est le fameux iFuse, je suppose, enfin, ou alors un wrapper, oui voilà un wrapper de iFuse, très certainement. Changelog ici, vous pouvez accéder. Ah, donc il y a différentes... donc ça c'est les changelog façon APT, visiblement. Mais c'est un peu à ça que ça ressemble. Bon, il va modifier quelques trucs à droite à gauche. Et donc là, par exemple, si vous avez un appareil Apple qui est connecté à votre ordinateur, et si vous faites redétecter, du coup, vous pourrez monter la partition un peu publique, du coup, sur laquelle vous trouvez toutes les photos, puis tous ces trucs-là, généralement, sur les appareils iOS. Ensuite, donc bon, MX ajustement, ok, paramètres de votre tableau de bord enregistré dans un dossier caché, ok. D'ailleurs, peut-être ici, du coup, il nous a tout mis à jour. Donc, juste après, je vais vous montrer donc, le fameux aptX, qui du coup est dérivé effectivement de la Antix, mais présent aussi dans MX. Allez savoir pourquoi, mais c'est aussi simple. Voilà, du coup, vous avez les différentes modifications au niveau de l'apparence. Donc là, il vous reprend quelques éléments. Là, vous avez le thème, du coup, vous avez différents thèmes qui sont proposés. Alors, vous avez Adwaita, bon, d'accord, Adwaita Dark. Arc Dark, Arc Darker. Alors, Darker qui est plus clair, donc voilà, je comprends pas. Voilà, bon, bref. Bon, vous avez des trucs toujours un peu bizarres, donc mais par défaut, voilà, vous avez Greybird et Greybird Dark. Bon, après, voilà, il y a des thèmes MX Comfort aussi, MX Comfort Dark. Oh, c'est pas mal aussi ça. Bon, allez, c'est vendu. Automatique, compositeur, donc vous avez soit Compton, soit XFWM. Si j'active Compton, à mon avis, ça va être pété, donc je vais peut-être rester sur XFWM. On peut mettre aucun aussi. Voilà. Alors, ça va pas être appliqué directement, ça a l'air de se faire par la suite. Affichage, mise à l'échelle GTK. Vous pouvez modifier un petit peu votre configuration d'écran avec X visiblement, donc avec Xrender. Vous avez des petites options un peu sympa pour certaines, et c'est en français visiblement. Vous pouvez réinitialiser le thème de LightDM si jamais il a pété. Donc du coup c'est bien du LightDM. En même temps on l'avait vaguement vu tout à l'heure et c'était pareil sur la MX-19. MX-19 qui est d'ailleurs ici que l'on va faire yes. Voilà. J'ai appuyé, voilà. Alors je sais pas pourquoi il nous dit défaut non, alors que techniquement je tiens à rappeler que on devrait plutôt faire oui. Dans le cas précis, pour mettre à jour du coup la version également, puisque garder les paquets du coup d'une ancienne version, c'est pas vraiment un bon plan, c'est même un faux plan. Mix assistant réseau, donc ça, je crois qu'on avait déjà vu aussi un peu à quoi ça ressemblait. Voilà, du coup ça va mettre un peu de temps, je sais pas trop ce qu'il nous fait. Il y a peut-être du mal, je sais pas, enfin je comprends pas. Bon bref. Alors pourtant le mot de passe du senior, bah, il a pas changé. Donc bon, il a pas changé entre 5 minutes. Bon bref, MX en a qu'on a vu, MX Conquis, donc le fameux A. Et c'est là, visiblement, en ayant strictement du coup rien fait sur cette machine, qu'on commence déjà à avoir des stabilités. Vous voyez, c'est quand même particulièrement qualitatif. Bon, du coup, celle-là, on va la redémarrer. On va lancer un signal de redémarrage. Ah, voilà, ça y est. Bon, du coup, à force de balancer signal de redémarrage, ça s'est bougé le cul. Matériel détecté, bon, du coup, le mix réseau visiblement est un peu à revoir puisqu'il prend quand même un sacré temps pour. Donc NDIS Wrapper, c'est si vous avez les pilotes Windows et que votre carte réseau ne soit reconnue que sur Windows. C'était commun à une époque, mais c'est un peu en train de disparaître puisque beaucoup de pilotes de carte réseau sont intégrés au kernel. Vous avez juste les firmware à rajouter pour la plupart et pour d'autres non. Pilote Linux, donc vous pouvez charger ou décharger des pilotes assez facilement. Donc c'est un peu, encore une fois, une interface graphique pour mode probe. Donc ça c'est plutôt sympa. D'ailleurs je trouve bizarre, donc voilà, les pilotes Broadcom ils sont bloqués par défaut. Bon ok. Mais ça par exemple ça c'est bien.
Ça c'est bien, mais bon, bon, c'est pas réservé que pour le réseau, ça normalement, mais ça devrait, ça devrait à mon avis de pas l'être. Donc là, si vous avez matériel détecté, donc on peut pas double-cliquer, il nous détecte juste les cartes réseau. Adresse IP externe, adresse IP depuis le routeur, donc là en l'occurrence c'est parce que c'est naté avec le KVM, donc bon du coup ça nous a fait une sorte de, on va dire VLAN, mais dans l'idée c'est un peu ça. En tout cas les VM sont natés parce que j'ai pas trois cartes réseau à attribuer pour 3VM. Bon, du coup, je vais peut-être passer sur la KDE. Maintenant, on va la reboot celle-là quand même. Voilà pour un petit peu rafraîchir. Donc là, du coup, on va faire quitter. Voilà, on pose à quitter. Très bien. Ah, du coup, c'est assez. Ah, on est sur quoi ici? Voilà, donc on est bien où il faut. Bref, MX outils, donc on va aller plus loin. Donc MX Conquis, du coup, c'était ce que je vous montrer tout à l'heure. Le jeu de données MX Conquis a été mis à jour. Voilà. Donc là, c'est assez particulier. Puisque moi, il vous propose quand même du coup d'afficher le conquis seulement sur un bureau ou sur tous les bureaux. Format long ou court pour le jour et puis pour le mois. Du coup, voilà, c'est plus long ou plus court. Moi, long, ça me dérange pas. Je peux changer les différentes couleurs. Mais vous pouvez surtout changer la gueule, logiquement, du conquis. Là, vous en avez pas mal qui sont proposés. Donc, pourquoi pas. Pourquoi pas. Bon, moi, je pense que des trucs qui peuvent être un peu sympas. Et là, vous avez le fameux Conquis Manager, du coup, qui vous montre un peu à quoi ça ressemble. Et du coup, bon, il y en a certains qui sont plus ou moins jolis. Bon, bref. Donc, bon, vous avez celui-là, donc le Cowan Pink, là, qui était par défaut. Donc là, on est passé sur une autre couleur. Mais je peux vous montrer également donc le MX Elementary. Ouais, ça ressemble à ça. MX Futuriste. Ouais, donc ça c'est plus complet. Là d'ailleurs, ça rentre même pas totalement dans le cadre. MX Full. Ouais, ça c'est. Mais franchement, avoir ça par défaut, c'est probablement la seule distribution. Vous avez même des trucs de chez Antique, c'est de chez Voyageur aussi, visiblement. Il me dit quelque chose celui-là. Bref. Tron Legacy. Bon, bref. Vous avez compris. Bon, moi je vais désactiver le conquis du coup, parce que maintenant on n'a plus besoin, maintenant qu'on a vu un peu comment ça se passait. MX Outils, toujours. Créateur de live USB. Donc ça, c'est pour faire le fameux live USB persistant, je suppose. Voilà. Donc soit full feature, soit full image mode. Voilà, donc pour une distribution autre que Antic Somix, utilisez le mode image DD, donc il vous explique ça bien. Donc le mode live USB persistant ou je sais pas quoi, il est ici. Périphérique USB cible, choix du fichier ISO. Voilà, et puis après ici vous pouvez dérouler proprement. Ensuite, toujours ici pareil, date et heure. Bon, je vous montre ça vite fait quand même parce que bon, je trouve que c'est pas le plus commun, voilà, donc c'est un truc un peu à part. Il y a quand même beaucoup d'outils qui sont pas standards ici, mais qui en même temps sont des enrobeurs de trucs standards. Donc bref, j'ai gestionnaire de dépôt. Et là, voilà, donc c'est toujours un peu à mourir de rire puisque bon, vous pouvez choisir un peu vos dépôts ici. Donc il y a un dépôt français qui est choisi, le dépôt de la Debian. C'est un petit peu la mint ça, ce petit bout là. Bon, là j'ai volontairement montré l'aide du coup, gestionnaire de dépôt help. Donc là il vous montre un peu comment ça marche. Bon, c'est juste une web app, c'est un peu à chier d'ailleurs. Le lien n'est plus disponible. Voilà, il a dû l'être à une époque, mais il ne l'est plus aujourd'hui. Bref, c'est déplorable. Ça, voilà, c'est dommage parce que, voilà, pourquoi autant d'outils pour faire un truc qui finalement n'est pas à la hauteur. Donc gestionnaire de l'utilisateur, c'est aussi assez important. Donc ça, vous pouvez aller modifier pas mal de trucs. Donc par exemple, modifier un utilisateur ici, vous le sélectionnez là, puis bon, vous pouvez aller. Bon là, il vous propose de copier ou de je sais pas quoi. Oui, voilà, de copier un utilisateur vers un autre. Donc voilà. Puis alors, vous pouvez faire soit des copies seules, soit de la synchro. C'est-à-dire que d'une machine à l'autre, ça se synchronise, je suppose. Voilà, donc. Ah non, voilà. Donc, ouais, donc c'est quand même manuel. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez un dossier, vous détecte les deux, et il fusionne les dossiers. Donc, du coup, vous pouvez choisir ce que vous voulez synchroniser. Donc, configuration de Mozilla, documents, répertoire partagé ou home en entier.
Sachant que souvent le fait de copier le home en entier, ça peut souvent poser des petits problèmes parce qu'il y a des caches du coup qui viennent poser problème au bout d'un moment. Ajouter, supprimer des groupes. Appartenance à un groupe, donc ça, voilà, c'est toujours pareil. Dommage qu'il n'y ait pas de, qu'il y ait pas d'autres trucs pour la gestion des LDAP ou ces machins-là, mais en même temps, c'est pas une distribution faite pour. Pourtant, ça aurait pu être cool. Genre de codec, installateur de codec ici que vous pouvez faire, donc code codec, oui, je veux bien. On va voir un peu ce qui vient de vous installer. Donc visiblement, il y a l'air d'avoir du multilib sur la distribution qui est activé. Bon, c'est une Debian en même temps, mais le multilib est activé puisqu'il nous a également installé des paquets en i386. Comme ça, vous le savez. Installateur de paquets, donc c'est le fameux truc totalement dégueulasse qui nous fait de la chienlit d'habitude. Donc vous avez accès à distance. Par exemple, on va essayer d'installer TeamViewer. C'est généralement un qui pose un peu problème. Mais on va essayer d'en installer d'autres aussi. Puis, à mon avis, on va forcément tomber sur un où ça va pas. Et je pense que ça arrivera tôt ou tard. Sachant que là, sur la KDE, ça devrait quand même se passer pas trop mal. Mais bon, du coup, vous voyez un peu ce qu'il nous fait. C'est ce qu'il nous fait, du coup, c'est que il va nous chercher sur le dépôt officiel de TeamViewer pour Debian. Donc, voilà. Il installe TeamViewer donc, dans sa dernière version. Le problème n'est pas là, c'est juste que bon, c'est particulièrement pas propre. Si TeamViewer était disponible autrement, d'ailleurs, voilà, vous êtes obligé de répondre ici. Voilà. Garde votre version actuelle. Donc moi je veux bien remplacer le source.is du coup. Et on devrait avoir TeamViewer quelque part par là. Voilà. TeamViewer est par là. On va faire internet, je pense que voilà, TeamViewer est là. Peut-être aussi aller installer. Voilà. On va essayer d'en faire plusieurs en même temps. On va installer Spotify et on va installer Audacity. Voilà, on va faire installer. Donc accord licence TeamViewer. Bon, j'accepte le CLUF et le DPA, on va faire continuer. Bon, là du coup il nous fait OK, continuer, le CLUF. Donc voilà, on a un TeamViewer qui marche. Voilà. C'est pas en français en plus, donc bon, il n'y a pas de problème. Ça c'est cool. C'est vraiment tout con, mais encore une fois. Là on a réussi à installer deux en même temps. On va relancer celle-là du coup. Et ici du coup la Debian qui est là continue un peu de dérouler visiblement puisque elle se met à jour, donc bon. Elle met à jour également les modules kernel. Donc ça peut être plutôt cool, donc les fameux pilotes. Là pareil, les mises à niveau, toujours pareil, c'est exactement le même outil, donc on va faire répondre oui, voilà. Ouais, c'est un peu plus transparent, un peu plus joli quand même. Oh, du coup on fait OK. C'est pas élégant, mais c'est quand même plutôt bien, je trouve, d'avoir quand même la tronche de ce qui se passe et de comment est-ce que ça se... Enfin, comment est-ce que ça se passe, tout simplement, quoi. Bon, là, du coup, c'est assez marrant parce que j'en ai une ici qui se met à jour, une qui déroule ici, une qui déroule là. Enfin, bon, c'est un peu particulier, mais bon, en même temps, on a qu'une seule vie. Bon, on va faire OK. Bon, du coup, logiquement, dans multimédia, je pense. Donc là, ici, on a Audacity, là, ici, on a Spotify. Donc j'ai choisi d'installer ces deux-là parce qu'ils étaient dans la même catégorie. Voilà, donc Spotify se lance ici. On va essayer d'en installer d'autres, tiens. On va aller dans FTP, on va installer FileZilla, écran de veille qu'il nous propose. Donc il nous propose le fameux eScreensaver. Dans divers, qu'est-ce qu'on a? Tiens, Google Earth Pro, Java. En fait, ce qu'ils essaient de faire avec tout ça, c'est de faire en gros une sorte de distribution vitrine en fait, avec 3 millions d'outils un peu dans tous les sens. D'ailleurs, il y a des trucs un peu bizarres, puisque par exemple GIMP ici, bon, j'espère qu'il va pas installer un défaut pour GIMP. Parce que bon, quitte à proposer GIMP, il y a une version dans Debian qui fonctionne très bien, normalement. On va également installer Krita, puisqu'on est quand même sur KDE. On peut mettre HPLIP. Voilà, du coup, vous avez des packs ici de logiciels. Donc là, vous avez pour les maternelles, pour les primaires. Donc là, vous avez ici le langage de programmation Scratch. Et là, vous avez
les logiciels pour l'enseignement secondaire. Ce qu'on qualifie comme étant les packs de langue ici aussi. Comme ça vous voyez un peu aussi. Je vous l'avais montré, je crois, mais bon, ici on va installer MS Tips, on va installer Signal, on va installer Skype, Slack, Telegram, Zoom, voilà. Logiquement, ça devrait faire 1 milliard de. On va installer Signal, tiens. Navigateur, là aussi pareil, vous avez pas mal de trucs. Bon, vous avez WaterFox, Vivaldi, Pelmoon, Opera. Bon, on va essayer d'en installer pas mal, on va charger un peu la mule. Là, du coup, c'était un peu ce que j'avais fait la première fois. Et ça s'était très mal passé. Donc là, vous avez pas mal de VPN. Donc bon, pareil, logiquement, si j'en installe 3 millions, ça devrait finir par faire de la merde. Mulvad, NordVPN, ExpressVPN, RVPN. La moitié, je les connais pas. Je suis pas vraiment pro VPN dans l'idée. Donc là, vous pouvez faire un petit serveur web. Bon, encore une fois, donc ça, par exemple, ce serait une idée d'outil, faire un truc qui permet de gérer un serveur web, donc avec les versions qui téléchargerait et installerait automatiquement les versions de PHP, de Apache et MySQL ou MariaDB, qui sont techniquement équivalents aujourd'hui, mais qui sont hautement compatibles pour les versions contemporaines. Mais à l'époque, ce n'était pas tout à fait le cas. Deluge, BitTorrent, utilitaire, Clonezilla, Grub Customizer, Redshift, Synapse. D'ailleurs, c'est bizarre, Synaptic il est déjà là, mais VeraCrypt, Vidéo, K2N Live, MPlayer, OpenShot, SMPlayer, SMTube. Bon, on va faire installer, du coup, normalement, ça devrait totalement péter dans tous les sens. Pendant que ça s'installe ici, je retourne de ce côté-là. On va faire OK. Et du coup, on va voir un peu comment ça se passe, parce que ça risque d'être très 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 glorieux. Nous sommes à 46 minutes de vidéo, on va essayer d'arrêter la vidéo à 1 heure du coup de vidéo. On va voir, comme ça c'est plutôt... Vous avez MX nettoyage ici. Donc visiblement une sorte de petit Blash bit limité. Donc vous pouvez le programmer. Vous pouvez faire une analyse de l'usage du disque. Ça c'est plutôt qualitatif. J'aimerais bien voir du coup s'il y a moyen de le voir, ce fameux outil d'affichage du disque. Et un peu comment est-ce qu'il un peu comment est-ce qu'il se comporte également. Voilà. Mais visiblement c'est un peu trop demandé, j'ai l'impression. Pour cette pauvre distribution. Du coup, c'est à partir de maintenant que je vais passer à la suite ici et que je pense essayer de faire un option de démarrage. Je vais peut-être pas tous vous les montrer non plus parce qu'au bout d'un moment ça commence à devenir un peu chiant, je pense. Voilà, donc un petit peu une sorte. Ah bah, il me l'a enfin sorti. Oh, c'est plutôt pas mal ça. C'est plutôt pas mal. Bon, ça prend 3 plombes à se lancer, mais ça a l'air plutôt pas mal. Je sais pas du tout comment ça s'appelle. J'aimerais bien voir s'il y a moyen de voir. S'il y a moyen de. Je sais pas, de voir un truc ici. Peut-être être un petit point. Ah, bah c'est celui du gnome, tout simplement. C'est juste que je l'avais jamais vu. Voilà. On va appeler l'écran ou pas. Bon, bref. Ça vous détaille ça assez proprement. J'aime bien les petits graphiques quand même avec les couleurs et tout. Je trouve que c'est plutôt clair. Vous avez en plus différentes vues ici. Celle-là est encore mieux parce que c'est la vue à la. Un logiciel qui avait sur Windows à une époque, d'ailleurs, je pense qu'il doit toujours être là, 3Disk Size ou un truc comme ça, qui a un nom dans cette idée-là. Vous pouvez choisir du coup d'avoir un grub plus ou moins verbeux ici. Ça c'est plutôt très détaillé ou détaillé. Bon, vous n'avez pas silencieux. À moins que du coup ici le paramètre d'une quiet fasse l'affaire, mais ici, ce truc aurait été encore mieux. Bref. Remaster, voilà, donc c'est ça le fameux truc pour le live USB persistant, et l'autre c'est le live USB tout court. Live USB persistant qui fait que du coup vous pouvez. En fait, vous avez les fichiers du coup qui restent sur la clé, que quand vous rebootez, rien n'est perdu. C'est plutôt pratique. Ça peut être pas mal pour dépanner également des machines sur lesquelles vous avez un OS mais que du coup vous voulez quand même pouvoir démarrer sur un live pour pouvoir faire quelque chose et que vous gardez vos outils, peut-être
un fichier ou deux qui peuvent être nécessaires, donc pour aller dépanner le système installé en chroute ou je sais pas trop quoi. Donc pourquoi pas, pourquoi pas. Et Mixouti du coup, voilà, donc c'est ça du coup. Donc ça, encore une fois, ils auraient pu le mettre, ils auraient pu faire en sorte qu'il soit tout en haut. Comme ça du coup on le voit bien. C'est pour ça que je vous rappelle que c'est la Linux qui est flagship, c'est-à-dire la version de base qui a été un peu le fer de lance, la XFCE, la KDE est arrivée après. Et je voulais donc vous parler du coup de là également, si on va sur produit ici, donc, et que du coup vous faites download ici, vous avez XFCE, KDE, maintenant Fluxbox, du coup qui est une version proposée, et il y a également la MX Base, la MX Raspberry Pi et la MX Workbench. Donc la Fluxbox du coup, bon, c'est une Fluxbox quoi. Bon là en l'occurrence pour le RPI, mais vous avez également la version x86 visiblement. Bref. D'ailleurs je sais pas pourquoi ça a ouvert ça, mais bon bref. Mixfluxbox, donc bon du coup vous avez ces applications là par défaut, c'est beaucoup plus allégé encore. Il y a peut-être moins de trucs, donc peut-être moins de MX Tools. MX Workbench, donc bon ça c'est pour c'est une oui voilà donc c'est un live USB qui est fait donc avec les MX Tools pour que vous ayez une sorte de couteau suisse. Alors bon concrètement si pour vous les MX Tools font la description un couteau suisse, je suis pas vraiment pour les 6 admin moins beauf, moins beauf. Je pense qu'il y a quand même des trucs vachement plus propres. Alors, on va toujours continuer à faire yes ici sur la MX19. Voilà, donc ça continue de tourner ici, c'est toujours aussi toujours aussi déroulant. Voilà. Je voulais du coup maintenant vous parler un peu de ce truc là. Donc ça c'est tous les outils qui sont proposés, donc il y a pas mal de trucs en plus. Oui effectivement il y a des trucs qui sont quand même pas mal. Remina, le fait qu'il y ait Remina, le fait qu'il y ait ce qui est Vim, W3M, Xinput Calibrator, ouais, Wireshark, part clone il me semble avoir vu ici, pour cloner et restaurer des partitions. Donc RDesktop qui est un autre qui est un autre client RDP que Remina, mais bon il est là aussi. Ouais, donc de quoi je vous parlais vis-à-vis des langues ici. Donc vous voyez que là ici sur la MX19 j'ai rien touché. Et il est génial quand même. Bref. Jimmy, FWPD, donc pour mettre à jour les firmware, firmware TI Connectivity, Flash ROM, voilà. Dislocker, Demraid, donc les outils Adaptec là également. CPU ID, bon CPU ID tout, bon bref. Pour faire quelques petites... Il y a même un Tetris qui a été proposé ici en 3D, visiblement Blockout 2. Il me semble y avoir déjà joué, c'est assez compliqué à jouer, bon, mais bon bref, le sujet n'est pas là. Bon, ils ont voulu faire une distribution un peu... ils se prétendent parler de couteau suisse ou je sais pas quoi. Sachant que vous avez toujours des versions ici, pour, c'est marqué 386, mais du coup kernel 32 bits PAE, ce qui fait que vous avez besoin au minimum d'un Pentium M de deuxième du coup génération, donc pas les premiers du coup, les deuxièmes, les fameux qui ont le PAE intégré mais qui est désactivé par Intel et que vous pouvez forcer avec le fameux force PAE. Bon là après KDE, Fluxbox, et ainsi de suite. Bon, soit. Revenons du coup sur nos MX. Donc là, mot de passe ici, il nous le demande, c'est assez bizarre, il pourrait le demander là, mais du coup il le demande comme ça. On a fait, je pense qu'on a fait le tour. Je vais vous parler du coup un petit peu, donc on va redémarrer une fois de plus. Et on va voir un petit peu comment se comporte la consommation de RAM, puisque c'est un peu comme ça à mon avis qu'on va continuer de parler de la distribution, vu qu'il n'y a pas grand chose d'autre à dire. Bon, du coup, pied access il lance, faire OK. Alors vous voyez un peu le bordel que c'est pour installer des paquets. Bon, en même temps, on n'est pas censé tous les installer en même temps, mais ça reste extrêmement, comme diraient les, comme diraient d'autres personnes, globalement, c'est pas ce qu'on demande quoi. On demande pas quelque chose d'aussi. En fait, le syndrome de l'AMX ce que je lui reproche, c'est de vouloir faire des trucs trop chiadés, mais en fait, à la finale, d'avoir beaucoup de mal à faire un truc qui tient la route sur le long terme et qui est réellement, qui est réellement utilisable en fait. Voilà. On va ouvrir un terminal. Voilà, on va faire un petit free-h. On va
pas trop faire jouer. Bon là, marqué 565 mégas de RAM. On va voir si on a un stop dans la distribution. Oui, bon là, 570, bon, on va dire entre 550 et 600 de RAM consommés par défaut. Ce qui est pas trop moche non plus, sachant que ce qui consomme le plus, c'est comme d'habitude. Ici, bon là, il nous dit 2160, bon, c'est le fameux 6, du coup, on va mettre même Resident. Voilà, donc XFWM qui est ce qui consomme le plus ici. On va ensuite apprendre XOR, XF. Il n'y a pas grand chose qui spécialement consomme beaucoup, même si les trucs que j'ai vu lancer, MX USB Mounter, bon, Late Locker, Cups, Modem Manager. Bon, je pense qu'après j'aurais choisi moins de services dans la distribution. Je pense que j'aurais pu descendre à peut-être aller 400, 450. Pas beaucoup plus bas. En tout cas, par défaut, avec le thème et les différents trucs, pas beaucoup plus bas. Du coup, nous installe tout un par un. Ici, décidément, c'est toujours aussi long. Et du coup, bon, je fais yes à chaque fois. Je suis pas à perdre mon temps ou je sais pas quoi. Mais j'espère qu'au bout d'un moment, ça va finir par être, ok parce que ça fait quand même un certain temps que c'est là. Donc dans le reste des applications installées, donc vous avez le fameux Conky Manager, Conky Toggle, Featherpad, donc un gestionnaire de, enfin même pas, oui, un éditeur de texte en Qt, donc ça jure assez sur du XFCE, un truc en GTK aurait été un peu plus, bon, ça marche. Je pense que bonjour à toutes et à tous, nous on est sur MX Linux et ça pue. Ça pue un peu du coup. Avec voilà. On va voir si on peut un peu agrandir. Voilà, bon, c'est tout bête, ça fonctionne. Je pense qu'il n'y a pas vraiment de questions à ce niveau-là. À se poser de plus. Une modification. Ici, on a encore. Possible. C'est vraiment. C'est vraiment long. Ouais, même ici, bon, ça va récupérer les paquets, mais bon, voilà. Et ici, du coup, on a la. Ah, je crois que là, on commence à se rapprocher de la fin. On commence à vraiment se rapprocher de la fin. Bon, graphisme, du coup, bon, il y a LibreOffice, numérisateur de documents, ça va être Simple Scan, ça. Ou l'autre, peut-être. Ouais, non, c'est celui de Gnome, enfin, il y a marqué Canonical, mais. C'est gnomifié. Ah, d'ailleurs, toujours pareil, un temps fou pour se fermer ici. Bon, d'accord. Développement, voyage Gini, donc un petit IDE pour le GTK, visiblement, donc d'accord. Un logiciel pour RIP des CD, très bien, donc en différents formats. Clémentine pour lire de la musique et des streaming musique. Bon, vous avez également VLC qui sait le faire, mais GMTP, donc un client MTP pour les lecteurs MP3. Webcamoid, en gros plus ou moins cheese mais un peu allégé. XFBand pour graver des CD, des DVD, et également possiblement des Blu-ray, je ne sais pas, mais je pense que oui. Dans les paramètres ici, parce que voilà, donc là vous avez les outils MX, mais vous avez aussi les paramètres. Ça aurait été bien de faire un truc unifié parce qu'il y a des trucs à mon avis qui sont un peu partout. Et là on se retrouve avec le fameux truc que j'avais vu sur la 19, le fameux stop pub ici. Ah, là ici nous demande la version du paquet. On va faire suivant encore une fois. On s'y rapproche. Le fameux stop pub, un truc qui du coup moi je pensais qu'il serait dans les outils MX, mais bah il ne l'est pas. Voilà, visiblement on voit une application qui est particulièrement mal conçue puisque, regardez-moi ça. Bon. On peut pas réduire le truc. Là on a 1366 768, hein, ce qui est une résolution assez commune pour des PC portables ou des trucs comme ça. Bon, soit, on va faire affichage, on va encore monter un peu la résolution, peut-être passer en 1440 par 900. Voilà, conserver cette config. Voilà, bon là du coup on y est, clairement on va pouvoir faire valider. Vous avez plusieurs listes qui sont proposées par défaut. Bon, pour faire publicité, on va tous les cocher. Voilà, faire valider. De toute façon, je pense pas qu'il y aura grand chose non plus, ça va pas être fou, mais à mon avis, il risque d'y avoir des pubs qui passeront plus déjà dans un premier temps, et ça rendra le fonctionnement un peu plus agréable, peut-être, je ne sais pas. Valider, donc les OJ. En fait, c'est juste un fichier host, du coup, il balance un milliard de trucs dans le fichier host. Bon, je pense, à mon avis,
La vidéo va se terminer sur ces histoires de mise à jour. D'ailleurs, ici, ça a l'air d'être un peu lent quand même. Enfin, je comprends pas trop, mais j'ai l'impression quand même que c'est sacrément lent. Sachant que c'est juste aller récupérer un paquet sur le. Donc on va taper Cassis Guard. Voilà. Charge du système du coup. Vous pouvez voir un peu comment ça se goupille. Voilà, c'est juste visiblement que ça tourne dans le vide et que ça a planté. Bon, très bien. Parce que voilà, on est quand même à. On est quand même à un taux d'usage de ressources assez faible. Bon, moi, il n'y a rien qui pompe visiblement. Team Viewer, ici c'est tout. D'ailleurs, on peut peut-être le refermer. Voilà. Du coup, ça fait un truc en moins. D'ailleurs, charge le système ici avec pas mal de trucs ouverts, on reste à 1 Go de RAM, ce qui est plus que correct pour du KDE un peu complet. Avec ici des, des petits widgets et tout, les bureaux. Par exemple, ici je suis un bureau. Puis logiquement, si on passe qu'à un seul bureau, alors non, c'est pas comme ça, c'est configurer bureau virtuel. Si on lui dit du coup, si on lui dit du coup s'il y a qu'un seul bureau qui est proposé, voilà, donc du coup tu peux ici virer les bureaux en plus, ce que je trouve qui est quand même plutôt pratique. Il n'y a pas de, il y a pas trop de questions à ce niveau-là à se poser. Mon verrouillage de l'écran et tout. Bref. Du coup, logiquement, si on a viré ça, on devrait descendre un petit peu plus en RAM encore. Puisque un seul bureau, du coup, ça fait possiblement moins de épingle gestionnaire de tâches, épingle gestionnaire de tâches, épingle gestionnaire de tâches. Bon, on n'a pas l'air de trop descendre. Peut-être qu'en virant ça, ici aussi modifier le tableau de bord, ici, charge système. Voilà, on vire ça. Bon, on n'a pas l'air d'avoir trop perdu, mais bon, mais en même temps, on a ouvert d'autres trucs qu'on a chargé en RAM, donc forcément, tu charges un truc de plus en RAM, t'en vires un autre, bon, ça se compense. Ça se compense. Plasma 520, du coup, c'est un petit peu le thème de cette Debian 11. Visiblement, ça n'a pas été remplacé. Mais là, du coup, voilà, on se retrouve encore sur un bug ici, puisque c'est assez lentifié. Donc, pré-traitement Skype, 64 bits only, je sais pas quoi. Donc, Skype est ici. Donc, Skype est en train de s'installer, visiblement. Voilà, il s'est installé. Ah, aide. Il faudrait savoir plus sur Skype, statut Skype. C'est parti, blablabla, blablabla. Bon, du coup, ça a l'air de fonctionner. Mais du coup, là, visiblement, il a un peu planté quand même. Revenons sur le Cassis Guard. Je suis un peu insistant, mais je veux vraiment vous montrer l'expérience telle qu'elle est de la sortie de la distribution. Et moi, je remarque quand même que bon, il y a du progrès, mais que c'est toujours aussi dégueulasse au niveau de ce qui doit être plus propre en fait. Ce que je reprochais à l'ancienne, bah, en fait, ils y ont pas plus touché que ça. Par contre, ce que je reprochais pas, bah, ils l'ont amélioré quoi. Certains trucs quand même ont quand même eu droit à du nouveau. Bon, je sais pas trop. Voilà. À mon avis, il est quand même particulièrement chiant avec ces trucs-là parce que je sens quand même que c'est pas VDA. Bon, on va peut-être cocher les deux. Je sais pas, on va faire suivant de toute façon. De toute façon, j'en sais rien. Logiquement, on aurait dû cocher que le premier parce que c'est sur la MBR, mais je vais voir un peu comment est-ce que ça va être, comment est-ce que ça va se faire. Ouais, bon, du coup, de toute façon, il arrive pas à l'installer sur la deuxième, oui, donc seulement sur la MBR. Donc quand il n'y a pas de nom de, enfin de chiffre de partition ou je sais pas quoi, c'est encore plus cool. Franchement, il n'y a pas de souci. Mais ça reste quand même particulièrement pourri. Enfin, je compare à un truc qui est quand même une des forces, par exemple, Ah, ça y est, on est terminé. Je suis mauvaise langue. Quand même un truc qui est une des forces de chez Ubuntu d'habitude, le fameux. Du coup, on va redémarrer. Le fameux système de mise à jour qui permet du coup de passer d'une version à l'autre. Bah là, c'est vraiment pas. Ah, c'est bizarre parce qu'il y a un bouton installé. Ah, bon, du coup, il nous a pété ici le thème du. Donc, bon, visiblement, fallait peut-être laisser des trucs comme il y avait auparavant. Le plymouth a sauté aussi. Bon, bref. En même temps, on n'est pas censé savoir. Moi, je pense que par défaut, on est quand même censé se dire qu'on met à jour ou je sais pas quoi. Donc, bon, bref.
Donc Clipit a sauté et n'est plus supporté dans Debian, donc et Diodon en remplacement de Clipit est proposé. Oh, sinon, bah, ça ressemble plus ou moins. Si je vous montre un peu ici, du coup, un peu comment ça se passe, bah du coup toujours pareil. Vous avez toujours l'ancienne disposition, puis vous avez du coup ces fameuses petites commandes ici à faire, comme on avait vu pour mettre à jour, qui étaient présentes. Puis du coup, le reste du site est quand même assez. Ouais, donc, visiblement, il y a eu quelques tutoriels en français qui ont été faits à une époque. Je ne sais plus qui en est à l'origine, mais. Ah voilà. C'était Frédéric Bézier à l'époque qui avait sorti des vidéos, du coup, à l'époque de la MX. De MX 16, oui, c'est ça. MX 16. Et bon, voilà, il n'y avait rien d'exceptionnel à l'époque. Mais bon, visiblement, c'était pas particulièrement non plus. Enfin, je sais pas, mais. Voici à quoi ça ressemble à l'époque. Plus ou moins une continuité aujourd'hui avec ce qu'on a, donc il n'y a pas vraiment grand chose à reprocher. Bref, toujours des trucs ici. Bon, voilà. Et vous avez donc du coup deux vidéos ici qui étaient proposées, mais il y avait d'autres trucs également qui ont été. Donc dans vidéo ici vous avez mais des vidéos pour la MX 15 et 16, mais pas pour plus, donc bon voilà, bref. CFAQ, user manual. Enfin bref. Voilà, donc Git repo ici. Donc c'est sur un GitHub, c'est pas sur une forge Git à part. Voilà. Bon, à mon avis, faut le savoir quand même. Mais je pense qu'on a fait le tour pour cette vidéo et je pense qu'à mon avis, on peut s'arrêter là. On peut même carrément totalement s'arrêter là. Puisque bah voilà, je pense que la MX ici est toujours fonctionnelle. Bon, en même temps, on lui avait rien fait. Et là, ça tourne et ça a carrément planté. Je pense que là, c'est clair. Ah bah ça y est, la MX Package Installer ne répond plus, on va faire oui. On va voir si on peut fermer. Je sais pas si j'appuie sur le bon, peut-être appuyer sur non. J'ai. Vous fermez ça. Oui, bah si, il fallait bien cliquer sur oui. Bon, voilà, bon, ça fonctionne pas. Je pense que c'est clair. On en a trois ici en VM. Bon, un coup c'est la XSE qui faisait de la merde, un coup c'est la KDE, et là ici celle-ci, elle s'est pas mise à... Non, c'est pas celle-ci, et là du coup celle-ci ici, elle s'est pas mise à jour correctement non plus. Je pense que bon, c'est pas une lourde perte. Voilà, on va se mettre ça comme ça. Et je pense que du coup, je peux vous dire salut à tous et à la prochaine. Je pense que c'est plutôt clair à ce niveau-là. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de tout ce bordel ici en commentaire.